Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir comment dessiner très facilement le bassin osseux en vue antérieure. Et avant de commencer, je vous rappelle que les schémas de la vidéo sont disponibles gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant dans la description de la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Nous allons voir comment représenter facilement le bassin en vue antérieure, donc le bassin osseux. Et on va commencer par voir les traits de construction qui vont vous permettre justement de dessiner le bassin. Je vais commencer par représenter un cercle ici, puis je vais tracer une ligne qui va passer par le centre de ce cercle, à peu près, approximativement, et ensuite on va représenter un trapèze isocèle à grande base supérieure et petite base inférieure. Comme ceci. Évidemment, si vous avez un peu de temps et que vous voulez faire les choses de manière vraiment précise, je vous invite à prendre une règle et à bien mesurer pour que votre schéma soit le plus symétrique possible. Et sinon, en vous entraînant un petit peu à main levée, vous arriverez à faire quelque chose de symétrique à peu près également. Ensuite, vous allez diviser la ligne médiane en 3 segments égaux en représentant 3 lignes horizontales comme ceci. Deux lignes horizontales qui vont donc diviser la ligne médiane en 3 segments. Et on va commencer du coup à représenter le bassin en vue antérieure en commençant donc par le centre et par la base du sacrum. Donc ici on va représenter les ailerons sacrés et le promontoire sacré, donc là où vient s'articuler par l'intermédiaire du disque intervertébral L5 et 5 la 5e lombaire. Comme ceci, donc on représente en arrière de manière assez légère parce qu'ensuite on va rajouter très certainement les 2 dernières vertèbres lombaires sur notre schéma. Donc on représente ici les processus articulaires de S1. Ensuite, voilà, la sacro-iliaque, vous le savez, c'est effectivement en vue antérieure, l'interligne en vue antérieure forme un léger S qui est un repère en radiologie. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite, du coup, on représente le reste de la face antérieure du sacrum, l'articulation sacro-coccygienne et le coccyx avec ses vertèbres coccygiennes. Sur la vue antérieure, on rajoute également les foramen sacrés antérieurs, comme ceci, par où vont émerger les branches antérieures des nerfs sacrés. Ensuite, on va passer à la représentation de l'os iliaque, l'os coxal. Et du coup, on va commencer par représenter sa partie supérieure, donc l'aile iliaque, avec ici donc la crête iliaque. Et on va venir faire terminer l'épine iliaque antéro-supérieure au niveau de l'intersection entre le côté du trapèze et la première ligne horizontale supérieure qui divise notre schéma en 3 parties, en 3 segments. Ensuite, en dessous, on va retrouver l'interligne, enfin l'échancrure interépineuse, puis l'épine iliaque antéro-inférieure, en dessous de laquelle on va retrouver le bourrelet acétabulaire et du coup l'acétabulum ici. Ensuite, on peut représenter la ligne arquée, la ligne innominée, qui va se terminer pareil sur la ligne médiane. Donc là, je fais exprès d'aller un petit peu plus en dehors puisque ma ligne médiane n'était pas très symétrique, donc je le corrige un petit peu. Et ici, donc, on arrive au niveau de la symphyse pubienne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc réunir
la partie inférieure de l'acétabulum avec justement la partie pubienne, enfin la partie de la symphyse pubienne, ici. Donc on trace une ligne courbe ici, voilà, on représente l'épine pubienne et on a ensuite du coup notre crête pubienne ici et la gouttière pubienne qu'on va pouvoir représenter. Et pour cela, il va falloir donc représenter ici en arrière l'ischion et sa branche, enfin sa branche descendante, puis ici le pubis, la branche descendante du pubis et la branche ischio-pubienne qui donc délimite le foramen obturé. Et donc ici on retrouve notre crête obturatrice, notre crête pubienne, sous-pubienne. Ensuite, on va représenter, important, ici donc on délimite le sacrum, les deux premières vertèbres sacrées ici vont s'articuler avec l'ilium. Donc effectivement, n'oubliez pas que l'articulation sacro-iliaque s'étend sur la hauteur des deux premières vertèbres sacrées. Et ce qu'on peut représenter également ici, ça va être l'épine ischiatique. Maintenant qu'on a représenté l'os coxal droit, eh bien on va refaire représenter l'os coxal gauche, comme ceci. Donc même chose, épine iliaque antéro-supérieure, échancrure interépineuse, épine iliaque antéro-inférieure, bourrelet acétabulaire, acétabulum, voilà, comme ceci, et ensuite la ligne innominée qui rejoint donc la surface articulaire de la symphyse pubienne du côté opposé. Et ensuite ici on représente pareillement la partie justement pectinée, on va dire, du pubis. Et enfin, voilà, on représente à nouveau les branches ischio-pubiennes et le foramen obturé. Et ensuite, à nouveau, voilà, on rajoute donc la partie inférieure de l'articulation sacro-iliaque, donc le fameux S. Et ensuite, l'épine iliaque, l'épine ischiatique. Voilà. Donc ensuite, sur ce schéma, une fois qu'on a fait le bassin, il est possible de rajouter différents éléments qui sont intéressants. Tout d'abord, sur les éléments osseux, eh bien, on peut rajouter on va dire les épiphyses fémorales, avec ici la tête fémorale, en partie justement contenue dans l'acétabulum et en partie en dehors. Et évidemment ici on n'a pas justement le bourrelet, le labrum pardon, qui va venir augmenter la congruence de l'articulation. Donc effectivement on la voit plus apparente ici, la tête fémorale. Et du coup ensuite on a le col fémoral, puis le grand trochanter, comme ceci, voilà, qu'on coupe ici. Et on va représenter le petit trochanter ici, et ici la ligne intertrochantérienne. Et on va représenter la tête fémorale, enfin l'épiphyse supérieure du fémur du côté opposé également. Ceci.
Et ensuite, pareillement, on peut représenter, alors plutôt, puisqu'on n'est pas sur une articulation de type synovial ici, la symphyse pubienne, donc qui est une amphiarthrose. Et ensuite, on va représenter les 2 dernières vertèbres lombaires, ici, L5 et S1. Donc, on représente le disque L5 et S1 ici, donc le plus épais de tous les disques intervertébraux, ici, puis on représente le disque L4, L5, et ensuite, voilà, on va représenter le corps massif des 2 dernières vertèbres lombaires. Et ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être justement les apophyses transverses, costiformes, qui donc souvent au niveau L5 peuvent prendre l'apparence de méga transverses, donc des transverses très massives. J'en avais déjà parlé dans la vidéo consacrée à la L5 et au sacrum avec les phénomènes de sacralisation ou de lombalisation. Voilà. Donc ici on a représenté une méga transverse au niveau de L5 à gauche et sinon une transverse un peu plus classique à droite. Et pareillement, voilà, on va rajouter ici donc le processus transverse ou le processus costiforme. C'est la même chose, c'est l'appellation au niveau lombaire. Donc ici on a effectivement les 2 transverses qui vont donner insertion à des structures ligamentaires que j'aimerais détailler maintenant dans la suite de cette vidéo pour ajouter un petit peu plus de détails à cette vue antérieure. Mais déjà dans un premier temps, maîtrisez la représentation de cette vue et ensuite vous pourrez rajouter par-dessus les ligaments, enfin les éléments membraneux, les éléments ligamentaires, puis les éléments musculaires, etc. etc. C'est une vue évidemment qui a beaucoup d'intérêt dans un grand nombre de questions d'anatomie. Donc tout d'abord, mentionnons ici justement la articulation sacro-iliaque avec sa capsule ici et un épaississement de la capsule qui forme les ligaments on va dire sacro-iliaque antérieur, supéro-antérieur et inféro-antérieur ici. Voilà. Mais évidemment, ce ne sont que des épaississements de la capsule. Mais ce qu'il est important de mentionner ici, ça va être ce qu'on appelle les ligaments iliolombaires. Donc les ligaments iliolombaires, comme ceci, donc sont tendus du sommet des processus transverses à la crête iliaque dans sa partie médiale, sa partie endopelvienne. Et la particularité, parfois décrite au niveau justement du ligament iliolombaire en provenance de L5, c'est justement qu'il est parfois divisé en 2 faisceaux. Un faisceau principal que je représente ici et un faisceau plus secondaire, accessoire, qui est dit vertical et qui lui va se terminer sur le ligament sacro-iliaque antérieur, enfin antéro-supérieur, ici. Comme ceci. Et ce qu'il est intéressant de mentionner, c'est que dans certaines situations, en tout cas c'est décrit notamment par Boucher et Cuilleret, le nerf obturateur en provenance de L2, L3, L4, enfin des branches antérieures de L2, L3, L4, va parfois passer entre justement le ligament et la capsule sacro-iliaque antérieure en arrière et cette fameuse portion verticale du ligament iliolombaire en avant, ici. Donc je le représente ici, schématiquement. On pense bien que du coup, c'est un point de passage étroit pour le nerf.
et que pourquoi pas dans certaines situations, est-ce que ça peut générer des phénomènes irritatifs ou compressifs sur le nerf? C'est effectivement une possibilité de par justement cette disposition spécifique. Donc ensuite, on représente d'un point de vue ligamentaire, on peut représenter également ici le ligament sacro-épineux de part et d'autre. Donc il va aménager deux espaces, enfin un espace supérieur ici qui est l'espace de la grande échancrure sciatique qui sera lui-même divisé en deux parties par le passage du muscle piriformien. Et ensuite, on peut éventuellement représenter effectivement, donc ça va être plus délicat sur cette vue-là de représenter le sacro-tubéral. Donc on va juste ici pour cette vue-là se limiter au sacro-épineux. Mais il y a évidemment le sacro-tubéral en arrière. Et ensuite on peut représenter également structure ligamentaire importante. Le ligament inguinal qui vient délimiter la partie supérieure de l'arcade crurale. Et ici, on a la bandelette iliopectinée et ici le ligament dit de Gimbernat, ici comme ceci. Et évidemment, ensuite, en dessous, on a la membrane obturatrice avec donc des formations parfois décrites comme accessoires qui viennent épaissir la partie antérieure de la membrane, ce qui fait que justement certains auteurs, notamment Brison et Castin, décrivent deux membranes obturatrices, une membrane obturatrice interne et une membrane obturatrice externe, avec d'autres formations fibreuses qui viennent fermer un petit peu plus le canal obturateur ici. Voilà pour les principales formations ligamentaires. On pourrait éventuellement aussi rajouter évidemment les ligaments de l'articulation coxo-fémorale, mais c'est effectivement secondaire. Je vous renvoie à la vidéo qu'on fera sur l'articulation coxo-fémorale pour voir ces fameux ligaments. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle une fois de plus que effectivement je mets à votre disposition des formations, des supports, on va dire, de mini-formations pour améliorer votre méthodologie dans l'apprentissage de l'anatomie. Donc les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment dessiner la vue postérieure du pelvis. Allez, salut!